gouvernement, en parfaite concertation avec le clergé catholique, de prendre toutes les mesures d'accompagnement et de soutien nécessaires en vue du bon déroulement des célébrations de Noël sur l'ensemble du territoire national. Abordant la question liée à la pandémie de la Covid-19, le chef de l'État rappelle au gouvernement et aux populations l'impératif de réduire au strict minimum les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque. Le président de la République a également encouragé les personnels de santé et demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de veiller au renforcement permanent de leur protection et à leur motivation durant ce contexte de rebond de la pandémie de la Covid-19. Le chef de l'État a notamment insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ainsi qu'au niveau de nos frontières. Poursuivant sa communication, le président de la République a informé le Conseil avoir reçu le vendredi 18 décembre une délégation représentative du caucus des femmes leaders venue faire le plaidoyer pour la participation notable des femmes à la vie politique. À ce propos, le chef de l'État demande au gouvernement d'accroître davantage le soutien de l'État aux initiatives des femmes et d'engager la mise en œuvre des diligences nécessaires au renforcement de la santé maternelle, de l'éducation et de la formation des femmes, de même que la lutte contre les violences et discriminations à leur endroit. Le président de la République a en outre indiqué toute l'importance qu'il accorde à la promotion des femmes, notamment dans les institutions nationales et locales. Il a à ce sujet exhorté le gouvernement à accentuer l'autonomisation économique des femmes par la mobilisation des dispositifs d'encadrement et de financement souples et efficaces. Le chef de l'État demande enfin au ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants d'évaluer et d'actualiser la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre. Abordant la question liée à la publication du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE 2019 et du suivi des recommandations et des réformes engagées dans le secteur extractif, le président de la République se félicite de la publication régulière de ce rapport. Il a ainsi rappelé au gouvernement son attachement permanent à la transparence dans la gouvernance des ressources minières, pétrolières et gazières du Sénégal à travers les évaluations nationales et internationales régulières et indépendantes. Le chef de l'État a dès lors demandé au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du rapport 2019 de l'ITIE, ainsi que l'application des réformes législatives et réglementaires dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, ce qui permettra au Sénégal d'effectuer avec succès sa seconde validation internationale en mai 2021. Le président de la République a enfin insisté en particulier sur l'urgence d'assurer l'application effective et intégrale de la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, mais également de développer la responsabilité sociétale d'entreprises RSE, des entreprises minières, pétrolières, gazières et celles évoluant dans le secteur des pêches et de l'économie maritime. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une régulation systématique des sites d'information qui, si on y prend garde, risque de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'État, ainsi qu'à l'ordre public. Le président de la République a, en conséquence, demandé au ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver nos valeurs culturelles, d'une part, et de veiller au traitement professionnel de l'information, d'autre part, conformément aux dispositions du Code de la presse. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie Covid-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait une communication sur la situation du ranch Djibo Leitika de Dolly. Au titre des textes législatifs et réglementaires.
Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif au contrat de partenariat public-privé, le projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale, Société des mines du Sénégal, SOMISEN SA. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Mamadou Sall, docteur en droit des affaires, matricule de solde numéro 657-637B, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Qatar, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, en remplacement de M. Cheikh Tidiane Sy. M. Mohamed Abibou Diallo, titulaire d'un doctorat en mathématiques, matricule de solde numéro 709-053R, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, en remplacement de M. Mamoudou Sall, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaye Barro, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 604-450K, précédemment ambassadeur, représentant permanent, adjoint de la République du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Inbila, dit Pertuan Agong XVI, roi de Malaisie avec résidence à Kuala Lumpur. M. Adama Dieye, chancelier des affaires étrangères de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 505-369D, est nommé consul général de la République du Sénégal à Guangzhou, République populaire de Chine, en remplacement de M. Mohamedou El Bachir Diak, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Bamba Ndiaye, consultant, est nommé président du conseil d'administration de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN SA. M. Ousmane Sissé, ingénieur géologue, matricule de solde numéro 604-507B, est nommé directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN SA. M. Abdou Diouf, ingénieur statisticien, économiste, précédemment directeur de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique de Dakar, est nommé directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, poste vacant. Pour compter du 1er octobre 2019, les enseignants-chercheurs de l'UFR des sciences et technologies dont les noms suivent: Abdoulaye Gassama, matricule de solde numéro 168-133B, Mokhtar Kamara, matricule de solde numéro 176-132Z, Chérif Baldé, matricule de solde numéro 173-147G, sont nommés professeurs titulaires à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi avec Karam Daou. Merci. Le ministre de l'Intérieur a transmis à l'archevêque de Dakar les vœux du chef de l'État à l'occasion de Noël. Auparavant, Antoine Félix Diome a rencontré le comité d'organisation du Daka de Médina Gounass pour la bonne tenue de cette retraite spirituelle prévue du 27 février au 8 mars 2021. Le ministre et le comité ont passé en revue plusieurs questions. Ibrahim Andong. Place Washington, après-midi. Derrière les murs du ministère de l'Intérieur, des couloirs vides. Rares sont les personnes qui y passent. À la salle de conférence, les portes sont fermées. À l'intérieur, se tient une réunion préparatoire du Daka de Médina Gounass, à l'abri des caméras. Corona oblige. Cette année, l'événement religieux est prévu du 27 février au 8 mars. Cette réunion a permis de passer en revue toutes les préoccupations, d'apporter des réponses au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a donné des instructions fermes pour que toutes les questions relatives à la dite organisation soient prises en charge dans le cadre de la mise en cohérence de toutes les actions qui doivent être prises. Pour la réussite de ce rendez-vous religieux, tous les services de l'État ont été mis à contribution. Nous avons toujours été rassurés par les services de l'État. Et cette année encore, je vois que vraiment tous les services qui étaient présents se sont engagés
à faire de leur mieux pour au moins que les pèlerins soient dans de bonnes conditions et que le Dakar plutôt se passe dans les conditions idoines. Un Dakar réussi, le souhait des autorités religieuses, tout comme celles administratives. Mais comment faire avec la pandémie qui continue de dicter sa loi? Nous souhaitons et espérons qu'au mois de février 2021, cette pandémie sera derrière nous. C'est en tout cas tout notre souhait et le monde entier aujourd'hui travaille à ce que cette pandémie disparaisse. Mais en attendant, il est évident que l'État prendra toutes les mesures appropriées. Il aura fallu presque 4 heures de temps pour vider toutes les questions. Fini cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, accompagné du secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, prennent la direction de Fann Résidence. Sur place, ils ont été accueillis par Monseigneur Benjamin Ndiaye. En cette veille de Noël, Antoine Félix Abdoulaye Diome est venu transmettre le message du chef de l'État à la communauté catholique. C'est un legs que nous avons reçu de nos ancêtres et que nous devons préserver à tout prix. J'ai eu l'occasion d'être reçu par le calife de Touba il y a 2 ans et j'étais vraiment très édifié par sa disponibilité à me rencontrer et à parler le plus simplement possible. J'ai eu l'occasion aussi d'aller à Tivaouane avec Monseigneur Gueye, l'évêque de Thiès. Bref, on essaie de cultiver des relations comme nos anciens nous l'ont appris, parce que le promoteur de tout ça pour nous reste le cardinal Thiandoum, qui a énormément fait en termes de rapprochement entre chrétiens et musulmans. À sa suite, vous avez tenu haut le flambeau que vous continuez de perpétuer à travers les 2 exemples que vous venez de donner lors de vos visites à Touba ainsi qu'à Tivaouane. C'est ça le Sénégal. Le dialogue islamo-chrétien, un héritage, un legs à conserver à tout prix. Les autorités l'ont encore rappelé. Le ministre de l'Intérieur quitte les Badamiers après un échange fructueux avec le chef de l'Église catholique de Dakar. Parlons agriculture. Dans la région de Matam, la moisson est effectuée à 60%. La campagne agricole tire à sa fin avec l'espoir d'une belle production. Dans les exploitations rizicoles, la moisson est presque terminée et l'on se projette déjà sur la campagne de contre-saison chaude. Le reportage de Fatimata Banelba. Dans le casier de Kobulo, on est à 90% des récoltes. Dans cette exploitation de 740 hectares, la récolte s'annonce meilleure que l'an dernier. Tout comme à Ndouloumadi Dembe, chez Maïssa Yoro Sonyan, un producteur privé qui a pu exploiter 25 hectares de riz durant cette campagne. Vous avez vu tout ce qu'on a cultivé cette année. Les rendements sont plus que satisfaisants. J'ai cultivé 25 hectares et je suis sûr que les rendements de cette année seront meilleurs que ceux de l'année passée. On attend quand même l'évaluation de nos techniciens. Ils ont déjà effectué les sondages. On attend les résultats. Mais quand même, on attend une bonne production. Les rendements agricoles s'annoncent donc satisfaisants dans ces exploitations rizicoles, même si des rongeurs ont ravagé quelques parcelles. Il y a eu des suceurs, il y a eu presque des souris qui ont ravagé quelques parcelles. Donc ça aussi, c'est inévitable. Mais avec la pluie aussi, ça nous a quand même permis de réduire la facture de l'électricité. On est actuellement à 60% de récolte. Donc pour les producteurs qui ont respecté les calendriers culturels et l'itinéraire technique, donc les rendements sont quand même très très intéressants. Il y a eu quand même les phénomènes d'inondation qui ont fait que sur une partie des parcelles, il y a eu des problèmes. C'est à peu près sur une centaine d'hectares qu'on a eu quelques difficultés liées aux inondations. Si la campagne hivernale a tenu ses promesses, c'est aussi grâce à l'engagement et à l'accompagnement de la SAED, partenaire privilégié des producteurs de la vallée. Maintenant, il y a tout ce package qu'il faut respecter pour espérer avoir un très bon rendement. Donc c'est l'itinéraire technique, c'est le calendrier culturel, c'est la bonne variété. Et on a fait le point récemment avec l'ensemble des producteurs de la région de Matam. Donc il y a encore des efforts à faire. À Matam, près de 13 000 hectares ont été aménagés par la SAED, toutes spéculations confondues.
L'engouement noté ces dernières années pour le secteur agricole fait qu'il faut nécessairement aménager d'autres surfaces pour préparer la campagne de contre-saison chaude. Nous envisageons d'aller en campagne de contre-saison. Mais notre problème, ce sont les motopompes. C'est pourquoi j'interpelle le ministre de l'Agriculture. Nous voulons également emblaver beaucoup d'hectares, mais nous avons un problème de motopompes. Ça, c'est un cri de cœur. C'est vrai que l'État a fait beaucoup de choses depuis 2014, depuis l'avènement du PRACAS. Les aménagements ont considérablement augmenté, donc on est passé à peu près de 5 000 hectares, comme je l'ai dit, à peu près 9 000 hectares pour le riz. On est à 13 000 hectares qui sont aménagés sur un potentiel de plus de 50 000 hectares. Donc il y a une demande encore en aménagement très très important. Il y a une demande également en réhabilitation. Et surtout cette année, ce qui est plus urgent, c'est vraiment les groupes motopompes. Cependant, un appel est lancé aux producteurs pour le remboursement des crédits dont le taux reste encore très faible. Donc il faudrait que très rapidement les gens puissent rembourser le crédit, monter les dossiers de crédit. On a déjà à peu près de 800 hectares pour lesquels les dossiers sont déposés. Nous attendons également un programme d'accompagnement de l'État pour ce qui est du programme de réhabilitation qu'on a démarré avant l'hivernage et qu'on va poursuivre à partir de la semaine prochaine. Dans la région de Matam, le défi de l'autosuffisance en riz peut être relevé avec la mécanisation de l'agriculture. Même si l'État du Sénégal a fait des efforts au niveau des tracteurs, les producteurs demandent le renforcement en moissonneuses-batteuses, adaptées pour assurer de bonnes performances agricoles. À Matam, c'est le temps de la moisson de riz. L'incendie du puits gazier de Ngadiaga a révélé les conditions de vie précaires des populations riveraines. De passage dans la localité, le ministre de l'Environnement a rassuré les populations. Selon Abdou Karim Sall, il n'y a pas de risque d'explosion à Biboumbay. Une richesse qui part en feu, tristesse d'une population qui découvre l'irréparable en face de leurs concessions qui manquent de tout. Le matériel mu toll nii nga di ci génne ay milliards war nga ko mën a saafara immédiatement mais nag ñàkk ñoo wekk ak ñàkk ñoo respecté moo waral lu mel nii di am. Un si grand investissement qui part en feu, c'est déplorable. Nous sommes relégués au second plan. Nous n'avons senti aucun investissement qui impacte notre quotidien. Les villages environnants Djelek Peul, Djelek Wolof, Keur Mbir Ndaw, Ngadiaga qui abritent les installations sont délaissés. Il n'y a aucune retombée injectée dans les localités. Ni école, ni poste de santé, encore moins de forage ne proviennent de ces ressources. Des populations qui cohabitent avec le feu, la peur au ventre. Depuis 3 jours. C'est un incendie qui nous a pris de court. Depuis 3 jours, il n'y a pas de solution pour arrêter le feu. C'est la désolation totale dans nos familles. Une psychose de se réveiller chaque matin et de voir les flammes, c'est triste. Dès les premières heures de l'explosion, le maire de Notto Gouye Diama avait dénoncé cette inaction de Forteza. De discuter autour de la gestion de ces ressources naturelles. Parce que depuis 1996, la collectivité locale et les populations ne cessent de dire que nous n'avons pas vu l'intérêt de l'usine d'Ngadiaga parce qu'il n'y a pas de retombée économique par rapport à l'attente des populations. Sur le chemin du retour en provenance de l'émissaire des ICS dans le département de Tivaouane, le ministre de l'Environnement ne pouvait s'empêcher de passer à Notto Gouye Diama pour voir le désastre. Nous avons reçu les explications des techniciens de Forteza qui nous ont quand même rassurés. La situation est sous contrôle, qu'il ne peut pas y avoir de dégâts ou de débordements. Pour l'instant, il est quand même heureux de constater l'existence de cette flamme parce que s'il n'y avait pas cette flamme, on aurait eu toute une zone à risque. Un puits gazier qui brûle sans arrêt, projetant vers le ciel des flammes du désespoir. L'émission Le Point accueille aujourd'hui le ministre du Commerce, Madame Assom Aminata Diatta. Voici un extrait de cette émission en cours d'enregistrement. La
c'est le moment des jouets pour les enfants. Est-ce que vous avez saisi l'occasion de ces jouets alcoolisés pour contrôler en tout cas tous les magasins qui vendent aujourd'hui des gadgets d'enfants? Oui, les services ont procédé à plusieurs contrôles et sont toujours sur le terrain. Parce que nous savons que les périodes des fêtes sont des périodes quand même très, très sensibles, aussi bien pour les produits alimentaires que pour les produits non alimentaires. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour les produits non alimentaires, il y a un vide juridique. Il faut que ce vide juridique soit réglé par le législateur pour nous permettre maintenant de prendre, d'initier les réglementations nécessaires pour mieux protéger le consommateur. Oui, mais en attendant de régler ce vide juridique, il y a des impératifs de santé publique qui doivent incliner à un contrôle systématique. Aujourd'hui, tous les magasins qui vendent des jouets étant déjà entendus. Oui, mais il y a la loi. Nous sommes dans un état de droit. Okay, mais on ne peut pas se lever du jour au lendemain et créer des infractions. Non, la loi, elle dispose pour l'avenir. Mais on peut effectuer des contrôles de routine, ne serait-ce que dans ces magasins, pour s'enquérir de la... Ce que je dis, les contrôles sont effectués. Mais aujourd'hui, si vous prenez un produit, sur quelle base vous allez dire ce produit est conforme ou il n'est pas conforme? Vous n'avez pas de normes. Quelle est la référence? Il faudrait aussi qu'on protège aussi ceux qui vendent. Voilà, parce que ce serait pas loyal quand même qu'on vienne du jour au lendemain, qu'on dise, voilà, maintenant on a changé les règles, ça ne marche pas comme ça. On est dans un état de droit, quels que soient les impératifs. Maintenant, par contre... Le point, c'est à suivre ce soir avec Ousmane Garifaye qui accueille le ministre du Commerce. Et ce soir, la rédaction entame pour vous la rétrospective 2020. Retour sur les faits marquants avec Anne-Marie Gomis. Bonsoir. Bonsoir Rougiatou. Au menu de ce premier numéro de la rétro, l'économie, l'agriculture, la pêche et l'élevage, des secteurs fortement touchés par la pandémie de Covid-19. Le Sénégal fait face à une récession inédite et lance le plan de résilience économique et sociale pour limiter les dégâts. L'agriculture, elle, sauvée quelque part par un hivernage pluvieux avec des rendements records attendus cette année. Rien que pour l'arachide, plus d'1 800 000 tonnes sont annoncées pour cette année. Voilà pour l'essentiel de ce soir. La rétrospective 2020, c'est donc à suivre juste après ce journal avec Anne-Marie Gomis. Le centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme de Ziguinchor sera bientôt livré. En visite sur le site, le ministre de tutelle apprécie le niveau d'exécution des travaux. Dame Diop a aussi annoncé le renforcement du réseau d'écoles de formation dans toute la Casamance. Abdoulaye Sinkare. Le centre de formation qui sera bientôt livré est un outil de dernière génération. D'un coût de plus d'1 milliard de francs, il permettra au secteur touristique d'avoir des ressources humaines de qualité et développer son large potentiel. C'est un centre qui va être géré par le secteur touristique local. L'État, le ministère va le mettre en délégation de service public pour que les professionnels du tourisme puissent le gérer. Ça a un double avantage. Ça permet d'abord de former les jeunes en formation initiale pour qu'ils puissent répondre aux besoins du patronat local, mais ça permet aussi de perfectionner le personnel qui travaille déjà aussi dans les réceptifs de la région. Au-delà de ce centre dédié au métier du tourisme et de l'hôtellerie, d'autres vont voir le jour à travers toute la Casamance, ceux dans une logique de renforcement du réseau déjà existant et qui compte 11 centres à Ziguinchor. De Bignona à Oussouye en passant par Ziguinchor, nous avons une très bonne carte de formation professionnelle et que nous allons renforcer. Nous allons renforcer d'abord par ce centre que nous voyons ici, mais que nous allons renforcer par la décision du président aussi de construire un centre de formation par département. J'ai rassuré les autorités ce matin que le centre de Oussouye fait partie des premiers centres qui vont être construits. De manière globale, la région naturelle de Casamance, de Ziguinchor à Sédhiou en passant par Kolda, la carte de la formation professionnelle va être profondément renforcée. Nous allons réceptionner très prochainement le centre sur les métiers industriels de Sédhiou. Nous allons aussi réceptionner le centre de formation de Bunkiling, plus celui-là et les autres qui vont arriver. Pour ce premier jour de visite, le ministre Dame Diop a aussi rencontré ses services déconcentrés pour leur donner les grandes orientations pour la période à venir. Au cours d'une conférence de presse, la police nationale a échangé avec les journalistes sur les missions de la police et celles de la presse. C'est pour une meilleure collaboration entre les deux entités. Le compte-rendu de Ndeye Aïda Dia. Sans langue de bois, les journalistes
et les autorités en charge de la communication de la police ont échangé sur les difficultés qui entravent les métiers des uns et des autres. Dans notre statut, il y a des sanctions qui sont prévues en cas d'écart de comportement. Quand un policier faute, il est lourdement sanctionné. C'est parce qu'en réalité, les sanctions disciplinaires ne sont pas très souvent portées à la connaissance du grand public. Mais à longueur de journée, des fonctionnaires de police qui sont incriminés pour ces faits font l'objet de sanctions. Mais le problème qui se pose, c'est que pour un acte isolé, moi, je ne peux pas me permettre de faire le jugement, le procès de toute une institution. Aujourd'hui, des journalistes ont fait des choses pas du tout orthodoxes, mais ça ne me donne pas le droit de juger la corporation, qui est composée de femmes et d'hommes valeureux, qui respectent jusqu'à présent les fondamentaux de leur métier. Beaucoup de questions ont donc été posées, liées notamment à l'éthique et à la déontologie journalistique et policière, mais des questions liées aussi à la protection des données personnelles. Partout dans des établissements, les gens installent des caméras de surveillance sans même l'autorisation de la CDP, sans respecter les conditions. Vous voyez quelqu'un au niveau de la voie publique, vous vous permettez de prendre votre téléphone, vous le filmez, vous mettez, vous postez également pour dire que les gens, parfois, ne respectent pas les dispositions qui existent. Et pourtant, une loi existe dans ce sens-là. Donc, la police ne peut en aucun cas méconnaître la loi sur la protection des données à caractère personnel, même si on a un dispositif aujourd'hui qui nous aide dans le sens de mieux gérer la sécurité urbaine. La police et la presse doivent collaborer. Les deux ont des missions tout à fait importantes pour les populations. La première mission de la police est de protéger les populations et celle de la presse consiste à informer vrai. Fès, au Maroc, constitue la destination finale des pèlerins sénégalais, une ville millénaire qui abrite le mausolée du fondateur de la Tariqa Tijaniya. Allons à la découverte de Fès, une ville intellectuelle avec nos envoyés spéciaux, Moussa Ba et Youssouf Kaba. Fès, reconnaissable par cette vue méridionale panoramique, située à 500 mètres d'altitude au nord-est du Maroc, la ville est fondée au IXe siècle par Molla Idriss II, figure marquante de la première dynastie du royaume. Médina, le cœur de Fès, est encerclé par cette forteresse, une muraille protectrice faisant office de défense contre tout envahisseur. Une des plus grandes villes de l'époque des Idrissis, Fès continue à porter cette réputation en conservant jalousement son patrimoine historique et culturel. Une ville mosaïque et intellectuelle, Fès constitue le Maroc en miniature. Cette ville millénaire abrite tout ce que le royaume peut afficher comme fierté inhérente à son identité. Tout est groupé dans cette ville, cette agglomération magnifique et homogène, une population bourgeoise et raffinée. C'est pour ça qu'elle attire beaucoup de gens de toutes nationalités et toutes régions du pays. Et ce n'est pas que le touriste, c'est un spectacle. Une ville spectacle, une ville dont la réputation dépasse de loin les frontières du royaume. Elle ne peut donc rester fermée à la visite étrangère malgré un contexte pandémique de Covid-19 qui a mis à genoux toute une industrie touristique et culturelle, d'où la nécessité d'une relance à travers le tourisme religieux. Ceci rentre dans la mission de l'Office national marocain du tourisme ainsi que le CRT qui n'est qu'autre que le bras armé de la promotion de la destination et de la région Fès-Meknès. Ces actions rentrent dans la redynamisation des relations bilatérales entre les agences de voyage marocaines et leurs homologues sénégalais pour pouvoir initier et inviter le maximum des adeptes de la Tariqa Tijaniya à visiter cette cité millénaire. Cette mesure aboutissant à l'ouverture des frontières et des sites religieux, comme ici à la Zawiya de Cherna Cheikh Ahmed Tijan, fondateur de la Tariqa Tijaniya, constitue une aubaine pour les agences de voyage et les tours opérateurs sénégalais qui opèrent dans ce secteur. Cette reprise-là est une bouffée d'oxygène pour les agences de voyage. Nous remercions les autorités marocaines parce que, quoi qu'on dise, elles sont vraiment à l'origine de ce projet-là. Elles nous ont accompagnés depuis le début parce que c'est une ziara vraiment assez spéciale avec un contexte assez particulier. Nous avons été très bien reçus par les autorités marocaines.
Toutes les dispositions ont été prises, les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises depuis notre arrivée à Casa. Et là, aujourd'hui, on est reçu par le Wali de Fès. Et pour conforter donc toutes ces dispositions, nous sommes venus les remercier de vive voix avec toute la délégation qui nous accompagne. Fès, une ville à cheval entre le passé, le présent et le futur, s'ouvre à la visite touristique malgré le contexte. Sans ostentation aucune, la ville garde jalousement son patrimoine, héritage de plus de 1000 ans d'existence, au grand bonheur des citoyens du monde. De Fès au Maroc, nous faisons cap sur Kaolack où le programme d'appui à la modernisation de l'administration s'illustre par son engagement en faveur de l'éducation. Le PAMA a offert divers équipements à l'école Moussa Sow. Les détails avec Claire Diop. Le PAMA, programme d'appui à la modernisation de l'administration au chevet de l'école Moussa Sow de Casaville, ici à Kaolack. La structure vient d'être dotée d'un important lot d'équipements. L'objectif visé à travers ce geste est d'améliorer considérablement les conditions d'études des élèves. Nous saluons la promptitude, la diligence avec laquelle vous avez répondu à notre appel. Merci pour tout ce que vous faites. Pour le bon fonctionnement, je ne dirais pas de notre collège, mais de nos établissements. Pour le développement de cette ville, de notre ville. Merci pour tout cela. C'était notre devoir de venir participer à cette action citoyenne afin d'améliorer l'enseignement-apprentissage par l'équipement substantiel des salles de classe. C'est pourquoi, dès que Mme le ministre a été informée de notre initiative, nous a encouragés, nous a renforcés pour qu'on puisse aujourd'hui remettre à l'école 20 tables bancs, une photocopieuse numérique, 2 ordinateurs, 5 chaises bourrées, mais aussi des masques pour l'IA de Kaolack. Actualité oblige, la pandémie de la Covid-19 s'est invitée au débat. Au-delà des équipements de protection mis à disposition, la sensibilisation occupe une place de choix dans la stratégie déroulée pour un changement de comportement. Il reste des efforts à faire. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, seule l'école peut construire des relais pour sensibiliser et orienter toujours les populations. Parce qu'on est vraiment dans une période où le relâchement a été noté partout. Donc je demande aux enseignants de mettre le focus sur le savoir-vivre, le savoir-être, pour inculquer aux enfants des comportements qu'ils puissent aujourd'hui déployer au niveau de leur maison pour informer à qui de droit que le coronavirus est une maladie qui tue. Et de prendre en compte toutes les mesures barrières édictées par le ministère de la fonction publique. Le PAMA, programme d'appui à la modernisation de l'administration, a pour entre autres mission de rapprocher l'administration, d'améliorer et de faciliter l'accès aux services publics. Tout un dispositif est mis en place à cet effet. On peut citer entre autres la caravane organisée dans les régions à la rencontre des fonctionnaires. Covid-19 oblige cette année. Noël est célébré avec sobriété dans les établissements préscolaires. Pas de fête au pied du sapin, mais des ateliers de graphisme et d'animation pédagogique sur le thème de Noël. Le reportage de Fantabachi. Le Père Noël ne se rendra pas cette année dans certaines institutions préscolaires. La Covid l'en a empêché. Les tout-petits se contenteront de sa représentation en carton. C'est surtout la production des élèves qui va être mise en relief. Nous allons montrer tout ce qu'ils ont produit. On a fait des ateliers de confection de cartes, d'accord, et de souvenirs pour marquer Noël. L'ambiance n'est pas au rendez-vous, mais la traditionnelle décoration est respectée. Avec la participation des enfants, là, ils ont des papiers avec les papiers d'activité manuelle avec eux. D'habitude, on faisait Noël avec un grand arbre de Noël, avec la participation des enfants et de leurs parents qui amenaient un goûter partagé. On ne peut pas prendre des risques de contaminer nos chers petits, nos bouts de chou là. Les choses ont changé. Du point de vue économique d'abord, pour les parents qui avaient l'habitude de participer et de rendre la fête encore plus belle. Cette année, l'école offre Noël, la fête de Noël, à travers une petite rencontre de communion, une petite fête de communion entre enfants. Le calendrier scolaire affecté par le contexte de Covid n'est pas favorable à la tenue d'arbres de Noël dans les écoles. On a vu qu'il n'y a pas de fête. Il n'y a que le 25.
comme jour de férié. Donc le 24 sera un jour ouvrable. On n'aura pas le temps de préparer et puis les jouets aussi sont chers et tout. Ce sera très sobre, vraiment, ce sera entre nous pour respecter non seulement les mesures barrières, mais respecter également l'interdiction de rassemblement. L'année dernière, où on avait loué des chapiteaux, il y avait de l'animation, les parents étaient présents, il y avait foule. La pandémie a dicté sa loi cette année, mais les écoles du préscolaire espèrent retrouver l'effervescence de la fête de Noël en 2021. En 2021, le Père Noël viendra avec ses jouets par milliers. Les femmes élues et les organisations de femmes se mobilisent pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Elles ont échangé sur leurs expériences et leur rôle dans la riposte au Covid. La rencontre présidée par le ministre des collectivités territoriales devrait permettre de renforcer le leadership des élus dans la gouvernance sanitaire. Salou Sek. Grâce au dynamisme des femmes élues et des organisations féminines, beaucoup d'actions ont été menées pour barrer la route à la pandémie. Nous avons pu fabriquer des savons antiseptiques à base de Nîmes et de Mberbœuf, qui sont des antiseptiques naturels que nous avons fabriqués au niveau de Ngatchinaoudé. Et ce sont ces savons-là que nous avons utilisés. Ce sont des ressources extrêmement importantes que nous devons valoriser. Le Mberbœuf, le Nîmes, etc. Et beaucoup d'autres ressources naturelles que nous avons, que nous pouvons valoriser. Et c'est un enseignement aussi de cette pandémie, où on retourne vers nos valeurs, nos ressources également. Cet atelier de partage d'expériences a donc permis de revenir sur le rôle capital des femmes dans la lutte contre la Covid-19. Elles ont eu un engagement fort dans des situations spécifiques d'urgence sanitaire. Elles se sont engagées au sein des comités d'alerte, de sécurité et de suivi du respect des mesures d'hygiène. Ces actions exemplaires des femmes élues ont complété et complètent encore les stratégies multisectorielles de riposte ainsi que l'appui des partenaires au développement. Cette rencontre organisée par la cellule genre du ministère en charge des collectivités territoriales va permettre de renforcer le leadership des femmes. Elles se sont engagées à poursuivre la lutte. La coopération belge offre 4 ambulances au ministère de la Santé. Cet investissement de 170 millions de francs CFA vise à accompagner le Sénégal dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a réceptionné les ambulances, salue un geste de haute portée sociale. Hamidou Diop. Pour appuyer l'État du Sénégal dans le renforcement de l'accès aux soins de santé de qualité, la Belgique a acquis pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale 4 ambulances médicalisées dans le cadre du pilier 2 santé de la reproduction du programme de coopération bilatérale. La représentante résidente d'Enabel, agence belge de développement, a procédé à la remise officielle des 4 ambulances médicalisées au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je pense que ce qui compte ici aujourd'hui, c'est le partenariat. C'est l'esprit de partenariat qui existe entre le Sénégal et la Belgique, monsieur le ministre, déjà depuis plusieurs décennies, n'est-ce pas? Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir faire partie de vos efforts en vue d'améliorer la santé reproductive au Sénégal. Pour un coût de 170 millions de francs CFA, les 4 ambulances médicalisées s'inscrivent dans la politique sanitaire nationale afin de contribuer à améliorer l'accessibilité géographique des patients graves, en particulier les femmes enceintes et les nouveau-nés. Avec l'objectif prioritaire de renforcer la lutte contre les mortalités maternelles, néonatales et infantiles, les ambulances seront positionnées dans des zones rurales stratégiques des districts sanitaires de Birkelane, Koungheul, Kaolack et Foundiougne. J'aimerais d'abord remercier la coopération belge. Nous venons aujourd'hui de recevoir des ambulances, 4 ambulances pour l'intervention dans la santé de la mère et de l'enfant au niveau de 3 régions, la région de Kaolack, la région de Kaffrine et la région de Fatick. Nous l'avons effectivement constaté, la coopération belge par le biais d'Annabel est une coopération extrêmement concrète parce que ciblant directement les préoccupations à la base. Pour rappel, le pilier de santé de la reproduction du programme de coopération belge-sénégalaise vise à rendre effectif l'accès des femmes, des adolescents et des jeunes aux services de santé reproductive de qualité avec un focus spécifique sur la réduction de la lutte contre la mortalité maternelle,
la promotion de la planification familiale et la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre. Les chiffres du Covid-19 montrent une évolution du nombre de décès. 6 décès enregistrés, 98 nouveaux cas sont répertoriés et 30 cas graves recensés. Les détails avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Eladj Mamadou Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1439 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,81%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 35 cas contacts suivis par nos services. 5 cas importés ont été enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 58 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 6 cas à Kaolack, 5 à Dakar Plateau, 4 aux Parcelles Assainies, 3 à Guédiawaye et à Richard Toll, 2 à la cité Djily Mbaye, Fatick, Keur Madiabel, Kaffrine, Mbour, Ouakam, Saint-Louis, Touba et Yoff. 1 aux Almadies, à Amitié 2, Bambey, Colobane, Dagana, Diourbel, Fass, Ouaka, Gossas, HLM Grand Médine, HLM Grand Yoff, Mariste, Matam, Mbao, Médina, Ouest Foire, Pikine, Podor, Popenguine et Sicap Baobab. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mardi 22 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 043 patients ont été déclarés positifs, dont 16 657 guéris, 378 décédés et donc 1007 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils utiles de ce matin, notamment le port de masque bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel hydroalcoolique de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les malades Covid-19 suivis à domicile doivent veiller au respect de ces mesures barrières afin de ne pas contaminer leur entourage. Des recommandations à suivre, le Covid-19 circule toujours. Sur l'international, à 4 jours des élections présidentielles et législatives en Centrafrique, le pays est sous tension. Les groupes armés tentent d'empêcher la tenue du scrutin et progressent vers Bangui, la capitale. Le président sortant exclut tout report des élections malgré les attaques des groupes armés. Seydina Alunfal. Peur et incertitude en Centrafrique à quelques jours des élections présidentielles et législatives. Les groupes armés qui se sont emparés de la 4e ville du pays maintiennent la pression. Dans l'ouest, 3 autres groupes armés qui ont noué une coalition s'en sont pris à des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale Bangui. C'est dans ce contexte que la Russie a annoncé avoir envoyé 300 instructeurs militaires supplémentaires en Centrafrique, officiellement pour aider Bangui à renforcer les capacités défensives de la Centrafrique. La crise en Centrafrique inquiète les voisins directs du pays, mais aussi la communauté internationale. Nous condamnons toutes les tentatives visant à engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation flagrante de la Constitution centrafricaine. Et je me réjouis de la décision du Conseil de sécurité qui s'est réuni hier
d'avoir abordé la grave crise que vit aujourd'hui la République centrafricaine. Nous restons tous mobilisés pour que le peuple centrafricain puisse exercer son droit de vote le 27 décembre et pour empêcher que le pays ne replonge dans l'instabilité. La procureure de la Cour pénale internationale a appelé au calme. Fatou Bensouda a affirmé que tout crime relevant de la compétence de la juridiction du tribunal serait poursuivi. La tenue des élections dimanche est un enjeu majeur pour l'ONU et le pouvoir du président sortant Faustin Touadéra, grand favori qui exclut tout report malgré les attaques des groupes armés. Le gouvernement centrafricain a accusé de tentative de coup d'État l'ex-président François Bouzizé, dont la candidature à la présidentielle a été invalidée en raison des sanctions de l'ONU. La situation demeure donc préoccupante et tendue. Cela fait maintenant près d'une semaine que les groupes armés tentent d'empêcher la tenue des élections générales et de progresser vers la capitale Bangui. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la rétrospective 2020. Bonne suite de programme. Chers téléspectateurs, bonsoir et encore une fois, merci de nous retrouver pour cette page météorologique du soir. Les tendances pour les prochaines 24 heures resteront toujours marquées par cette persistance de la fraîcheur, une fraîcheur qui sera ressentie au courant de la nuit et en début de matinée sur presque une bonne partie du pays. Toutefois, au courant de la journée de demain, nous aurons toujours cette chaleur qui sera surtout ressentie sur les localités centres et sur le sud-ouest du territoire. Passons à l'image